l'organisation de ce webinaire. Donc, c'est un nouveau moyen de communication pour le GDS, puisque c'est la possibilité d'être présent en direct, puisque vous êtes là aujourd'hui plus d'une vingtaine avec nous, ou de pouvoir le visionner aussi ensuite en replay sur notre site internet. Ce sera une communication assez courte d'informations collectives qui peut être évidemment complétée à la suite de nos échanges par une formation qui pourrait être utilisée sur les fonds Vivea si on ressent un besoin. Les sujets qui seront abordés lors de ces webinaires GDS, puisque l'idée c'est d'en faire plusieurs dans l'année, c'est de pouvoir discuter, échanger sur des sujets d'actualité. D'ailleurs, le premier webinaire du GDS avait été réalisé en début d'année sur le thème de la FCO et de la vaccination, notamment à destination essentiellement des petits ruminants. Donc aujourd'hui, ce webinaire est à destination de tous les éleveurs. Donc tous les éleveurs tous les éleveurs de ruminants du département ont été conviés à ce webinaire. Les vétérinaires également intervenant sur le département, les techniciens et également la DDPP qui interviendra aussi dans ce webinaire. En collaboration également, ce webinaire a été construit en collaboration avec le GTV du Puy-de-Dôme et de Haute-Pyrénées. Donc l'idée c'est de rester sur un format court, allez, on se laisse jusqu'à 14h30 avec une organisation un petit peu suivante, c'est-à-dire que Amélie Vandal, qui est ingénieure au GDS, présentera le contexte de la maladie. La DDPP par Jean-Baptiste Guittard, chef de service de la DDPP du département du Puy-de-Dôme, présentera la réglementation associée à la MHE. Jean-Marie Ferraton, docteur vétérinaire et président du GTV 63 du Puy-de-Dôme, interviendra sur la présentation de la maladie. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir aussi le GTV des Hautes-Pyrénées avec le président du GTV 65, Vivien Philis, qui interviendra en témoignage sur ce qui s'est passé dans leur département et dans leur secteur. Voilà, et on se gardera un temps d'échange d'une dizaine de minutes en fin de réunion pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc après, en termes de, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup sont bien organisés aujourd'hui au niveau des webinaires. Je vous proposerai juste de couper vos micros pour éviter les interférences et d'éventuellement utiliser le chat pour intervenir lors de la présentation en attendant de pouvoir intervenir directement en fin de réunion. Merci à tous, bon webinaire. Amélie, je vous laisse démarrer du coup. On vous entend pas, Amélie. Je ne sais pas si vous avez mis votre micro. Bonjour à tous, j'avais oublié le micro. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter plutôt toute la partie contexte sur la MHE et voilà, et un peu le contexte actuel dans lequel on est. Donc la MHE, en fait, c'est une maladie virale qui a été découverte aux États-Unis en 1955. Elle s'est ensuite étendue en Asie, en Australie et en Afrique. Les premiers cas de MHE ont été détectés en Europe en 2022, d'abord en Italie, donc Sicile et Sardaigne, puis en Espagne. Et il faut savoir qu'en fait, l'extension de la MHE, c'est une des conséquences directes du réchauffement climatique, parce qu'en fait, le réchauffement climatique permet aux moucherons qui sont vecteurs de cette maladie de survivre dans nos régions, parce que le climat leur est plus favorable qu'auparavant. Voilà, pour vous donner une idée, donc ça c'est une première carte de France où en fait vous voyez, donc on a les départements en violet et en bleu qui ont eu de la MHE, sachant que ceux en bleu, donc plutôt tout ce qui est Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, en fait, ont eu également des passages de FCO. Les départements en vert, donc plutôt près du pourtour méditerranéen et tout ce qui est Massif central, on est en vert parce qu'on a eu de la FCO sérotype 8 qui a circulé cet automne. Et après, on a la Corse qui ont depuis quelques années de la FCO sérotype 8 et sérotype 4. Plus particulièrement par rapport à la MHE, donc en fait, la première alerte en France, donc c'est le 21 septembre 2023. En fait, il y a eu les premiers foyers qui ont été déclarés dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées. Donc, il faut savoir qu'en fait, la MHE, il y en avait en Espagne depuis quelques temps et que, d'abord dans le sud de l'Espagne et que la maladie, en fait, a mis 8 mois à remonter jusqu'aux Pyrénées.
Plus précisément sur le Puy-de-Dôme, en fait, depuis le 10 novembre 2023, en fait, on a 239 communes qui sont entrées en zone régulée en fait, suite à la découverte d'un foyer en Corrèze. Et le 15 décembre 2023, on a 366 communes qui sont en zone régulée pour la MHE. Et en fait, depuis le 15 décembre 2023, le zonage n'a pas évolué dans le Puy-de-Dôme. Pour vous donner, donc, sur la zone régulée en France, en fait, ça concerne toute la partie ouest du département, donc des Pyrénées jusqu'à la Bretagne, et nous, voilà. Et après, ça englobe une partie du Massif central. Donc, pour l'instant, la partie est n'est pas encore concernée. En termes de nombre de foyers enregistrés, donc au 30 mai, entre septembre 2023 et le 30 mai 2024, il y a eu 4300 foyers qui ont été recensés en France, majoritairement du coup plutôt vers les Pyrénées. Et en fait, on voit bien qu'on a eu énormément de foyers. Donc, il y a eu plus de 2000 foyers recensés en octobre 2023, 1500 en novembre 2023. Et après, à la faveur de l'hiver, en fait, il y a eu moins de foyers observés. Donc, on n'était plus qu'à une centaine sur les mois de décembre, janvier et février. On remarque quand même qu'il y a une petite hausse au mois de mars. Tout ça, voilà. Au niveau du Puy-de-Dôme, en fait, donc c'est pareil, c'est la partie ouest du département qui est concernée par la zone régulée. Donc il y a eu plusieurs passages successifs, plusieurs communes qui ont intégré la zone régulée successivement entre le 10 novembre et le 7 décembre. On parlait tout à l'heure, je vous parlais juste avant du fait que le nombre de foyers en fait a baissé à la faveur de l'hiver. En fait, ça c'est lié au cycle du coup des culicoïdes qui sont des petits moucherons piqueurs qui sont vecteurs de la maladie en fait, qui ont un cycle les culicoïdes adultes vivent entre 15 et 20 jours et en fait ils se nourrissent de sang les femelles se nourrissent de sang sur les animaux. Ils pondent 2 ou 3 jours après ce repas. Et en fait, une fois qu'ils ont pondu, le passage de l'œuf à l'adulte, en fait, met environ 40 jours dans un milieu plutôt aquatique. Et il leur faut en fait un milieu humide et riche en matière organique avec une certaine température pour pouvoir se propager. Ce qui explique en fait qu'on a une baisse de l'activité de ces insectes en hiver. Et en fait, à la faveur du redoux au printemps et à l'été, on aura du coup une population d'insectes beaucoup plus importante. Jean-Baptiste, je te laisse la main sur la partie réglementaire si tu veux. Bonjour à tous, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui, ça fonctionne. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Guittard, chef du service santé protection animale à la DDPP. Alors, quelques éléments sur la réglementation qui concerne la MHE. Donc, juste un petit rappel, les maladies, enfin les différentes maladies animales étaient répertoriées dans des articles du Code rural et un arrêté ministériel. Ils étaient appelés des dangers sanitaires. Et depuis 2021 maintenant, est rentrée en application une loi européenne une réglementation européenne qui s'appelle la loi de santé animale et qui classifie les maladies un peu différemment de ce qu'on avait en France. Avant, on avait danger sanitaire 1, danger sanitaire 2. Là, elles sont catégorisées par lettre de l'alphabet A, B, C, D, E, avec les plus contagieuses et celles pour lesquelles cela nécessite une intervention d'urgence sont classées en catégorie A, comme la fièvre afteuse ou la grippe aviaire, et ainsi de suite, catégorie B, un petit peu moins contagieuse, C, D et E. Donc la MHE est catégorisée D et E, c'est-à-dire que elle est donc bien dans cette loi de santé animale. Et elle nécessite que les éleveurs des États membres, accompagnés de leur vétérinaire et puis du GDS aussi, fassent la surveillance de la maladie et notifient les cas à l'État membre pour que, dans le cadre des mouvements à destination des États membres, notamment
pour ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, eh bien, les pays qui sont susceptibles d'acheter des animaux français, eh ben, sachent d'où proviennent ces animaux et qu'il y ait une vérification de leur statut sanitaire. Voilà, donc c'est pour cette raison que la MHE doit être déclarée et surveillée. Voilà, donc suite à l'apparition en France, comme ça a été dit, eh bien, a été mis en œuvre des mesures à la fois de surveillance et à la fois au début de police sanitaire, mais c'est surtout de la surveillance finalement, hein, puisque ce n'est pas une maladie à lutte obligatoire. Donc en France, ça s'est traduit par un arrêté du 25 octobre 2023 pour la surveillance et la prévention. Tu veux passer, Amélie? Alors, donc, en ce qui concerne la MHE, les mouvements en France, donc le principe, c'est que lorsqu'on constate ou on détecte un foyer de MHE dans un élevage, ben, il y a mis en place une zone qui est appelée une zone régulée. Bon, ça, c'est de la terminologie qui peut varier d'une maladie à l'autre. Donc, une zone régulée qui est établie dans un rayon situé à 150 km autour du foyer. Et les animaux bovins, ovins, caprins et cervidés issus de cette zone qui est déterminée ne peuvent pas sortir de la zone, sauf dérogation. Voilà. Le principe de base, c'est qu'il n'y a pas de sortie, pas de mouvement d'animaux vers l'extérieur, sauf des dérogations. Alors, pour ce qui concerne les mouvements en France, donc, au sein de la zone régulée, bien sûr, les animaux peuvent circuler sans problème, sans formalité, je veux dire. Au sein de la zone indemne, même chose, hein, c'est comme c'était voilà, avant l'épisode MHE. Et des animaux qui viendraient d'une zone indemne vers une zone régulée, ils peuvent rentrer dans la zone régulée sans difficulté. C'est le retour qui est un petit peu plus contraignant. On passe à la suivante. Alors, pour ces mouvements, alors on distingue les animaux de plus de 70 jours et de moins de 70 jours, parce que pour les petits veaux, vous allez voir que les conditions étaient compliquées à mettre en œuvre, donc c'est pour ça qu'il a été distingué de catégories d'âge. Donc pour des animaux qui sont dans un élevage situé en zone régulée, pour pouvoir aller vers une zone indemne, donc il y a plusieurs conditions. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de signes cliniques sur les animaux du troupeau. Voilà. Qu'il y ait une désinsectisation due aux des animaux au moins 14 jours avant le départ de la zone régulée. Sauf si c'est pour l'abattoir, bien sûr. Les animaux qui doivent aller dans un abattoir situé en zone indemne, il n'y a pas besoin de désinsectiser puisqu'il est transporté direct et puis ensuite il est abattu. Et puis, le produit qui est versé sur les animaux doit avoir un temps d'attente avant abattage et consommation humaine. Donc, désinsectisation des animaux, au moins 14 jours avant le départ. Ensuite, réalisation d'un prélèvement sanguin en vue d'une analyse, au moins 14 jours après le traitement insecticide. En cas de résultat favorable à la PCR, c'est-à-dire négatif, les animaux peuvent être transportés dans un délai maximal de 14 jours après le prélèvement. Voilà. Et bien entendu, dans chaque cas, il faut une désinsectisation des moyens de transport avant la sortie de la zone régulée. Alors, pour les animaux de moins de 70 jours, c'est-à-dire les veaux principalement, ou les agneaux, ou les chevreaux, donc les règles qu'on a vues tout à l'heure sur la désinsectisation et surtout sur la PCR sont pas les mêmes, puisqu'ils peuvent sortir en fait de la zone régulée vers la zone indemne s'ils vont vers un atelier d'engraissement en bâtiment fermé, typique veau de boucherie, et un bâtiment qui a été préalablement désinsectisé. Donc là, il n'y a pas de problème, les petits veaux, ils peuvent circuler, aller en bâtiment d'engraissement fermé.
il ne faut pas qu'il y ait de signes cliniques sur les animaux du troupeau. Et il faut quand même que les animaux soient désinsectisés et les moyens de transport également avant la sortie de la zone régulée. Et donc, à l'issue de la période d'engraissement, ils sont destinés à l'abattage. Voilà. Alors, au niveau des exports, bon, Amélie vous l'a dit tout à l'heure, l'origine de la maladie, elle vient d'Espagne. Donc, pour l'Espagne, on a un petit peu moins de conditions respectées que pour l'Italie. En fait, pour l'Espagne, il faut qu'il y ait absence de signes cliniques de MHE sur les animaux qui iraient à destination d'Espagne. Voilà. Mais par contre, là, juste un petit rajout, il faut bien que les moyens de transport soient désinsectisés. Cette phrase est mise pour l'Italie, mais c'est également valable pour l'Espagne. Voilà, bon, c'est un réflexe, de toute façon, dans tous les cas de figure, il faut désinsectiser les moyens de transport. C'est préférable. Pour l'Italie, alors pour l'Italie, c'est différent puisqu'il n'y a pas de foyer MHE en Italie pour le moment. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de signes cliniques de MHE sur les animaux du troupeau. Donc, sont issus les animaux. Une désinsectisation des animaux pendant 14 jours et une analyse PCR. Et voilà, le mouvement possible dans un délai de 14 jours après le prélèvement, c'est la même chose que finalement pour sortir de la zone régulée en France. Voilà pour ce qui est des exports. Alors, il y a une particularité pour les estives qui avait été précisée pour les descentes. Et la question se pose encore un peu, se posait pour les montées en estive. Alors, le protocole est différent selon qu'il s'agit de bovins ou de ovins caprins. Donc, pour ce qui est des ovins caprins, pour aller bien sûr de la zone indemne vers la zone régulée, il n'y a pas de difficulté, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, pour aller un élevage qui sera en zone régulée et qui envoie des animaux en estive en zone indemne, il faut qu'il y ait simplement une désinsectisation des animaux et des moyens de transport. Par contre, pour les bovins, il faut qu'il y ait le protocole qu'on a vu tout à l'heure, classique, avec désinsectisation et analyse PCR pour aller en estive. Voilà. Alors, en cas de résultat positif, bon, on n'en a pas encore eu dans le Puy-de-Dôme. Enfin, on en a eu, mais liés à des mouvements, pas liés à des suspicions cliniques. Donc, en cas de résultat positif lié à une suspicion clinique, c'est-à-dire que le vétérinaire alerté par l'éleveur se rend dans l'élevage et suspecte la MHE, il nous fait remonter les éléments avec ce qu'on appelle les commémoratifs, les conditions de découverte de la pathologie suspectée. Donc ça, on fait analyser par le laboratoire local, le laboratoire Terrana. Si on ressort un résultat positif, il faut, pour le premier qui arrive dans un élevage, il faut qu'on ait une confirmation par le laboratoire national de référence pour justifier, enfin, mettre en évidence qu'il s'agit bien d'un foyer. Donc, si le résultat positif est confirmé par le LNR, eh bien, là, on n'a pas de police sanitaire au même titre que la brucellose ou l'IBR ou la tuberculose éventuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise sous surveillance de l'élevage, pas de mesure d'isolement ou de séquestration des animaux. Par contre, donc, il y aura un courrier d'information à l'éleveur pour lui confirmer que son élevage est considéré comme foyer. Et par contre, ça va déclencher une modification du zonage au niveau national et donc avoir un impact plutôt sur les autres départements qui sont encore en zone indemne. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de police sanitaire à faire sur la MHE. Jean-Baptiste, juste, on va prendre la question, parce qu'il y a Gaëtan Grenet qui a une question, je pense, sur les estives, précisément. Oui.
Oui, bonjour. Gaëtan Grenet, animateur à l'OS Rome Sélection. Effectivement, sur la question des estives, on a vu, parce que là, alors les premiers estives ovines, en tout cas, ce qui me concerne le plus, c'est monter, ou c'est en train de monter sur les estives du Puy-de-Dôme, qui sont côté Dôme-Sancy en zone régulée et côté Forez plutôt en zone indemne. Donc on a parlé de conditions à la montée. Évidemment, ça dépendra de l'évolution des cartes, mais quelle en est pour la redescente, puisque les zones peuvent être inversées à la redescente, quoi. Ben, Puisque la là, redescente, on avait déjà les conditions. typiquement, pardon, pour compléter, les estives du Dôme Sancy, où elles sont en zone régulée, donc ils ont désinsectisé avant en montée là, mais au retour, il y a une partie des élevages qui sont en zone indemne. Est-ce qu'ils devront faire des tests à la redescente ou il y aura, comme à l'aller, une simple désinsectisation envisagée? Alors, les retours d'estive, donc ça, c'était prévu déjà dans la note et dans la réglementation d'automne dernier, puisque la question s'est posée comme les premiers cas sont arrivés en septembre et la zone a évolué assez rapidement. Donc, la question s'est posée pour les retours d'estive. Donc, c'est que ce soit bovin ou ovin, c'est désinsectisation des animaux et désinsectisation des véhicules. Voilà. Donc ça, c'est bien précisé dans la note de service là, du 2 novembre 2023. Je ne pense pas que ça évolue dans un autre sens. Bon. Voilà, ce sera les mêmes conditions que l'automne dernier pour la redescente des animaux. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre diapo. Oui, bah sur les aspects financiers, parce que pour la partie État, je peux répondre, je peux commenter. En fait, en cas de suspicion clinique signalée par un vétérinaire, l'État prend en charge à la fois les frais vétérinaires et les frais d'analyse. Par contre, dans le cas des mouvements, c'est-à-dire qu'un bovin du Puy-de-Dôme qui part via un marchand qui part en Italie, par exemple, ben, il faut une analyse PCR, comme on a vu, et s'il ressort positif, donc là, c'est considéré comme on va dire, une découverte à l'occasion d'un mouvement. Et ce type de découverte, dans le cadre de la loi de santé animale, ne correspond pas à un foyer et donc ne permet pas une prise en charge par l'État des frais vétérinaires et d'analyse, qui restent donc à la charge de l'éleveur. Après, en cas de foyer, je pense que c'est Amélie qui va peut-être plutôt commenter ça, puisqu'on n'en a pas vu dans le Puy-de-Dôme pour le moment. Oui, pardon, je reviens. Oui, je vais rapidement, en fait, donc en cas de foyer, donc sur les premiers foyers de 2023, c'est le ministère de l'Agriculture qui a débloqué une enveloppe exceptionnelle pour indemniser les frais et les pertes. Là, sur les foyers de 2024, en fait, c'est le FMSE qui a pris le relais. Donc là, on a eu des informations sur les foyers qui ont été déclarés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024. Donc le FMSE, en fait, non, les deux, va indemniser les éleveurs donc, sur 90% des frais vétérinaires, donc les visites, les déplacements, les soins, les éventuelles euthanasies qui auraient pu être réalisées pour bien-être animal, les autopsies, les examens complémentaires qui auraient pu être demandés, les médicaments curatifs qui ont été utilisés pour soigner les animaux. Il y a aussi une indemnisation des bovins qui sont morts selon un barème spécifique. En sachant qu'en fait, pour être éligible à une indemnisation du FMSE, il faut avoir réglé sa cotisation FMSE en 2023 et 2024. Donc en fait, pour les foyers 2024, en fait, il faut avoir réglé sa cotisation FMSE pour l'année où on est reconnu foyer et l'année précédente.
Et voilà, sachant que pour être reconnu foyer, en fait, il faut une PCR positive dans le cadre d'une suspicion, donc ce que vous a dit Jean-Baptiste juste avant. Jean-Marie, on te laisse la parole du coup. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter en quelques mots la maladie. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire présenter cette maladie sans présenter forcément un tout petit peu son vecteur. Vous l'aurez tous compris, en fait, hein, le développement de la maladie en France. Tu peux passer la diapo, Amélie. Le développement de la maladie en France, il est lié à ces fameux culicoïdes. Je vais tâcher aussi de répondre à 2-3 questions en même temps qui tombent sur le chat. Ce culicoïde, en fait, il existe en France. La maladie de la MHE, elle est un peu corrélée avec l'expérience qu'on a à la fièvre catarrhale ovine. Hein. C'est des virus qui se servent de ces populations d'insectes-là pour être véhiculés. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, ces populations de culicoïdes, elles existent chez nous, elles sont présentes en France. Ce qui s'est passé très certainement, et Vivien Philis qui prendra la parole après moi, je pense, me le confirmera, c'est qu'on a très certainement un pool de culicoïdes chargés de sang positif qui est remonté de l'Espagne et qui est venu en fait gangréner toute la partie sud-ouest de la France, Pyrénées, pour toute la zone pyrénéenne. Ce pool-là, il est arrivé en octobre-novembre de l'année dernière et il a explosé à cette période-là. Maintenant, quid de ce qui va se passer sur la reprise d'activité de ces agents vectoriels qui, du coup, pendant les décembre, janvier, février, mars, au vu des conditions, ont forcément diminué leur activité. Ils vont très certainement, avec l'arrivée des beaux jours qui se fait encore un peu attendre, mais vont reprendre très certainement une activité. Mais la capacité qu'ils auront à jouer le vecteur et comment aura été géré le pool dans le sud-ouest, est-ce que ce pool sera encore fortement contaminant ou chose ou autre, on n'a aucune donnée. Donc, toutes les questions sur ce qui va se passer dans les mois et dans les semaines et dans les mois, en fait, à l'heure actuelle, il y a encore très certainement plus de questions que de réponses. Le mieux est de se préparer presque un peu, j'allais dire, au scénario où l'agent vectoriel allait remonter la maladie vers chez nous et donc se préparer à identifier cette maladie relativement précocement pour pouvoir essayer de la contrer et ralentir son évolution. Tu peux passer à la diapo suivante. En fait, cette maladie-là, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous qui avons un peu d'expérience dans ce qui s'est passé à l'automne dernier sur la fièvre catarrhale ovine, en fait, les symptômes sont relativement proches. Tout va commencer en fait par un pic d'hyperthermie. En fait, hein, une fois que le bovin sera contaminé par le virus, en fait, il va commencer à faire ce qu'on appelle un syndrome fébrile, monter un peu en fièvre, commencer à être moins bien, être un peu prostré. La difficulté, c'est que cette phase fébrile-là, elle n'a pas une durée qui est si longue que ça. Il n'est pas impossible en fait de passer complètement à côté de juste cette phase-là. Ce qui va beaucoup plus sauter aux yeux, c'est la deuxième partie de la maladie qui va en fait atteindre principalement les muqueuses, notamment au niveau de la face. Vous allez en fait noter l'apparition de congestion au niveau du mufle et du nez, avec dans un premier temps des congestions, ce qu'on appelle des rougeurs, hein, un mufle très rouge, des gencives très rouges, des yeux très rouges, et qui ensuite, dans un deuxième temps, des croûtes peuvent se mettre en place. C'est des lésions qui sont extrêmement douloureuses pour l'animal. Donc, ce qui fait que l'animal, s'il commence à avoir ce genre de lésions dans la bouche, en fait, va commencer à avoir des difficultés à déglutir. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des états d'hypersalivation. L'animal a tellement mal qu'il ne déglutit plus. Donc, en fait, il va se mettre à baver. Et puis, va avoir aussi des difficultés à s'alimenter et à boire. Sur la diapo suivante, en fait, vous avez des photos relativement caractéristiques qui ont été transmises par nos confrères du Sud-Ouest, où en fait vous avez vraiment une atteinte vraiment sévérissime
des muqueuses. Donc, je répète, muqueuses notamment au niveau du mufle, au niveau des gencives et potentiellement aussi au niveau des yeux. Quand je vous disais tout à l'heure que la phase fébrile était potentiellement relativement courte ou des fois relativement aléatoire, c'est pourtant sur le papier celle qu'il faudrait arriver à identifier le plus rapidement possible, puisque du coup, au niveau du traitement, on n'a pas grand-chose à disposition directement lié contre la maladie. En fait, si vous voulez, on est capable de gérer le symptomatique, d'essayer de soulager la douleur et l'inflammation que provoque cette maladie-là. Mais comme c'est un virus, en fait, à l'heure actuelle, dans notre arsenal thérapeutique, nous n'avons aucun traitement spécialement à viser de ce virus-là. Donc, en gros, plus on va être capable d'identifier la maladie rapidement, plus on va être capable d'essayer de gérer l'état inflammatoire de la vache et essayer autant que faire se peut, et je dis bien autant que faire se peut, de limiter le stade d'apparition des lésions pour éviter des syndromes fébriles qui vont perdurer dans le temps avec des affaiblissements des individus qui vont provoquer un tel affaiblissement que la misère physiologique peut arriver à tuer l'animal. Donc en gros, si vous arrivez à capter cette phase de fièvre, bien entendu, la première des choses et le premier réflexe à avoir, c'est de faire une administration d'un anti-inflammatoire, tout simplement pour gérer ça. À l'heure actuelle, pour tout ce qui est infection virale, en fait, on essaye de stimuler au maximum les défenses immunitaires de l'animal. Donc, on sait qu'aujourd'hui, nous, dans nos régions naturellement carencées en iode sélénium, qui ont une activité sur le statut immunitaire des troupeaux, on peut penser que si on arrive à booster l'immunité de nos animaux, on aura peut-être des animaux qui seront un petit peu moins sensibles à la maladie et donc un petit peu moins sujets à l'exprimer de manière forte. Le plus important, et Vivien le dira certainement aussi après derrière moi, c'est de surveiller l'état d'hydratation des animaux qui sont atteints de cette maladie-là. Je vous l'ai dit, en fait, ces animaux-là vont avoir une atteinte forte au niveau des muqueuses, notamment au niveau des muqueuses du mufle, au niveau des muqueuses de la bouche. Et donc, en gros, si vous voulez, ils vont être dans un tel état de douleur qu'ils vont en fait refuser de s'alimenter, mais aussi et surtout de boire. L'exemple typique pour les abreuvoirs, alors bon, en période estivale, c'est peut-être pas ceux qui sont le plus en place, mais les abreuvoirs à poussoir où l'animal doit faire l'effort d'appuyer avec le mufle sur la palette pour pouvoir accéder à l'eau, ben, dans un état de douleur, en fait, il va refuser de le faire. Et parfois même dans des états de forte inflammation de toute la bouche, arrière-bouche, il va tellement avoir de mal à déglutir qu'il refusera de toute façon de boire. Et c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut être le plus vigilant, puisque ben, du coup, si vous avez un état de déshydratation qui se met en place, vous pouvez avoir après des conséquences organiques au niveau du foie et du rein qui peuvent provoquer une dégradation de plus en plus forte et la mort de l'animal. Dans ces cas-là, ce qu'on a tendance à conseiller aussi, si vous êtes, ce que je ne souhaite pas, mais atteint sur des animaux qui sont malades, bien sûr, c'est d'arriver à les séparer forcément du reste du troupeau pour pas qu'ils puissent servir de source de contamination vis-à-vis de ces vecteurs-là, de le désinsectiser pour essayer que les activités des culicoïdes sur cet animal-là soient le plus faibles possible et de pouvoir le nourrir avec des fourrages plus faciles à ingérer. Alors, je sais que ce que je dis est forcément facile à dire et d'un point de vue pratique n'est pas spécialement très aisé à mettre en place, mais des alimentations un peu plus humides, type ensilage ou sauce comme ça, sont un peu plus faciles à ingérer que des fourrages secs. Les antibiotiques ne sont pas spécialement forcément obligatoires dans un premier temps, mais on sait que ben, quand vous allez avoir un animal, si vous vous rappelez des photos que j'ai mises sur la diapo d'avant, avec un état de bouche tellement inflammé, on sait qu'il va y avoir forcément des surinfections qui vont se mettre en place avec des bactéries qui vont profiter de l'opportunité que leur laisse le virus de venir se mettre en place et de créer des surinfections. Donc, ça sera peut-être nécessaire de mettre ces animaux sous antibiotiques en fonction de l'état lésionné. Au niveau des
des mesures préventives, voilà, ce que je vous disais en introduction, c'est que si on veut être efficace, il faut qu'on arrive à être efficace contre les vecteurs que sont ces culicoïdes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater que les moyens qu'on a à notre disposition ne sont pas très spécifiques et ne sont pas non plus si puissants que ça. La première des choses, je fais des fois le parallèle avec le moustique tigre dans la médecine humaine, hein. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut faire attention à toutes ces zones d'eau un peu stagnantes au niveau des fourrages type ensilage de maïs, ensilage d'herbe. Toutes ces zones voilà, de stagnation sont des zones préférentielles pour les développements des larves de ces agents-là. Donc, c'est sûr que s'il est possible d'avoir des systèmes de drain dans ces zones-là, c'est toujours mieux. Là encore, je suis conscient que ce que je dis est forcément pratiquement pas tout le temps évident à mettre en place. Mais en tout cas, sachez que plus vous avez à avoir ces zones-là bien humides, plus vous allez favoriser le développement larvaire de ces animaux-là. L'autre chose que vous pouvez essayer de mettre en place, c'est la désinsectisation des bovins, même si là, je tempère aussi, parce que en gros, désinsectiser tous les bovins sur une période estivale, avec des durées d'efficacité en fonction des conditions météo qui sont relativement variables, et avec des produits avec une écotoxicité non négligeable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous conseille de désinsectiser que les animaux qui sont malades et pas spécialement tous les troupeaux. Vivien nous dira peut-être ce qu'eux ont essayé de mettre en place sur leur département vis-à-vis de ça. Mais on est malheureusement aujourd'hui relativement peu armé pour lutter contre ces vecteurs-là. Et donc, du coup, la seule chose que je peux vous dire, en fait, c'est vraiment à retenir d'une vigilance accrue sur l'apparition des premiers symptômes pour qu'on soit ultra réactif au niveau de la détection de cette maladie-là. Plus on interviendra tôt sur des animaux malades, meilleur le ratio de guérison sera. Ça, c'est une certitude. Et il faudra une vigilance accrue sur la surveillance des bovins par rapport à l'apparition des premiers symptômes dans notre région. Qui, sans faire offense à Vivien, j'espère qu'elle restera dans le sud-ouest et qu'elle ne viendra pas trop chez nous, mais ça, l'avenir nous le dira. Je te laisse la parole, Vivien, si tu veux prendre le relais et nous partager un petit peu ton retour d'expérience de ce qui s'est passé chez vous. Je veux bien prendre le relais. Bon, je vois que tu ne veux pas partager la MHE, donc on va essayer de la garder, alors tant pis. Oui, alors donc Jean-Marie m'a contacté pour essayer de faire un retour d'expérience et une petite rétrospective de ce qu'on a vécu à l'automne dernier. Déjà, je vais vous rassurer, vous n'allez pas subir ce qu'on a subi, parce que nous, ce qui a fait le plus de mal à nos éleveurs, c'est le sentiment d'abandon en début d'infection où officiellement il n'y avait que 3 ou 4 cas de déclarés, quand en pratique, moi j'avais plus de 2000 cas dans la clientèle. Donc ça a été très très mal vécu, ça a été compliqué. Et avec en plus évidemment une fermeture des marchés, parce que même les Espagnols qui nous avaient envoyé la maladie ne souhaitaient pas voir nos broutards arriver chez eux. Donc il y a eu beaucoup de choses compliquées au départ. Maintenant, je pense qu'on a essuyé les plâtres et que ça va permettre sans doute que ce soit un peu plus simple pour le reste de la France pour l'automne prochain. Donc, bon, une fois que j'ai dit ça, en gros, ce qui s'est passé, moi j'ai vu un des premiers cas de France avec mes collègues du 64. Nous, on a eu le premier cas le 8 septembre, qui était une période où, si vous vous souvenez, on était plutôt sensibilisés à des problèmes de FCO qui allaient nous arriver chez nos collègues aveyronnais, hein, plutôt qu'à des problèmes de MHE qu'on pensait ne voir que cette année, qu'en 2024, possiblement. Donc moi, le premier cas clinique que j'ai vu, j'ai été persuadé que c'était de la FCO, parce que clairement, cliniquement, je ne crois pas qu'on puisse faire la différence. Donc on a envoyé une suspicion de FCO qui est revenue négative. Donc là, on s'est alerté que c'était surprenant. Et donc derrière, a été fait une analyse MHE qui est revenue positive, mais donc le 21 septembre. Donc entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 15 jours où on n'a pas tout de suite vu beaucoup d'autres cas.
Et à partir, on aurait un peu dit que la maladie attendait qu'elle soit officiellement sur le territoire pour se développer violemment. Et à partir du 21 septembre, on a eu énormément de cas, mais quand je dis énormément, c'est nous, sur notre clientèle, on a à peu près 20 000 bovins. On avait, sur une période où il n'y a pas trop c'est pas une période où il y a énormément de pathologies en bétail, là. Et on est passé à une dizaine de visites quotidiennes à une cinquantaine de visites, voire une soixantaine, voire des appels téléphoniques qui devenaient incessants, de l'inquiétude grandissante. Et donc, je pense qu'en 15 jours, on a eu rapidement plus de 10% de la clientèle de touchés. Au départ, c'était assez restreint à la zone Piémont et montagne. Et rapidement, toute notre zone de clientèle a été envahie, avec donc des symptômes très très classiques, donc nez rouge, je bave, j'ai mal partout, j'ai du mal à me déplacer, difficulté à manger, à boire, donc beaucoup de complications. Alors, pour vous rassurer aussi, la mortalité quand même a été relativement faible et a touché, on va dire, de préférence les animaux qui étaient déjà affaiblis, amaigris ou qui avaient eu d'autres pathologies en parallèle. Un animal en très bonne santé a pu être très malade mais n'est pas mort, quoi. Enfin, c'est de façon, alors il y a toujours des contre-exemples, hein, mais en règle générale, ça s'est plutôt passé comme ça. Donc nous rapidement, en fait on a couru après la maladie, hein. Alors je le dis souvent quand j'interviens là-dessus, on a dit des vérités le lundi qui étaient des conneries le mardi. Donc il fallait faire preuve d'assez d'humilité là-dedans pour comprendre qu'en fait tout le monde courait un peu derrière. On avait très peu d'informations au départ venant d'Espagne parce que ils avaient peu communiqué là-dessus, on avait peu d'informations avérées sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Donc on a rapidement compris qu'en fait, il fallait effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, gérer du symptomatique, c'est-à-dire essayer de soulager les animaux. Ceux qui n'arrivaient plus à boire parce qu'il y avait des fortes douleurs, il fallait. Alors nous, on a choisi de les drencher plutôt que de les perfuser pour essayer de mettre plus de volume et venir moins régulièrement. On s'est rendu compte très vite aussi que il fallait évidemment pour les points d'abreuvement des niveaux constants, et parce que l'animal ne va pas aller appuyer avec son nez alors qu'il a très mal pour déclencher l'arrivée d'eau. Aussi, on pensait au départ que c'était mieux de les mettre à l'herbe, mais en fait, c'est la difficulté de préhension et d'arrachement de l'herbe, c'était trop compliqué. Donc en fait, il va aller mieux, même à la limite du foin, même que de les mettre à l'herbe, quoi. Donc c'était, enfin, ça, on a découvert ça au fur et à mesure. Au début, on avait l'impression qu'il n'y en avait pas trop en altitude. Puis la semaine d'après, j'ai soigné des animaux à 1900 mètres. Donc c'est voilà, quoi. Donc on a évolué avec la maladie, on a appris avec la maladie, et on s'est rendu compte que oui, au final, tous les animaux étaient touchés. Je pense que nous, on a à peu près 400 élevages en clientèle, on a eu 300 foyers. Et les 100 qui ne sont pas foyers, c'est soit qu'ils n'en ont pas eu, soit qu'ils ont très peu d'animaux et que du coup, la déclaration n'a peut-être pas été faite. Donc du coup, bon, clairement, nous, on a subi de plein fouet l'arrivée des culicoïdes qui étaient passés en Espagne avant. Avec le recul, on se rend compte que ce qui s'est passé, c'est certainement, nous on a un classique chez nous, c'est le vent du Sahara qui nous amène du sable, et qui, pour cette fois-ci, avec le sable, il nous a amené des culicoïdes qui étaient porteurs du virus. Et c'est pour ça que ça a flambé aussi fort. Donc c'est peut-être un point pour vous rassurer aussi, c'est qu'il est probable quand même que vous ayez moins de culicoïdes infectés moins vite, et que du coup, si vous êtes touché par la maladie, ça sera de façon certainement moins sévère. Au moins, moins de tout en même temps. Donc ça, c'est parce que ça, ce qui est violent pour les éleveurs, c'est d'avoir, moi, la plupart de mes éleveurs, ils avaient un animal de malade le matin, ils en avaient un autre à midi et ils en avaient un autre le soir. Donc ça demande une surveillance sur des périodes où les animaux sont en estive, qui est quand même assez compliqué à assurer.
Donc c'est vrai que ça a beaucoup compliqué les choses, sachant, là je rejoins Jean-Marie aussi, c'est que plus on les voit tôt, plus on a de chances de les soigner et que ça se passe bien et rapidement. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Pour autant, des fois, c'est pas facile de les voir tôt. Donc, et on a bien vu aussi que les animaux qui sont morts, c'est des animaux qui étaient en estive, qui n'avaient pas été vus depuis un moment, et qui sont plus morts de déshydratation et de complications secondaires que directement du virus, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues au cas par cas et qui ont évolué au fur et à mesure que ça avançait. On a vu aussi qu'il y a eu, comme on avait vu pour le Covid quelques années avant, on a eu plusieurs vagues. On a eu avec en gros 3 vagues successives de façon importante qui ont évolué tous les 15 jours environ, le temps de l'incubation, quoi. Et, après, petit à petit, une fois que et ça c'est encore le plus compliqué, c'est qu'une fois que le virus a été passé, on a dû gérer derrière tous les animaux qui ont eu soit des effets secondaires, pour la plupart des cas, soit des pathologies associées, donc avec notamment quelque chose qui est très pénible et qui est très compliqué à soigner, c'est des espèces de fourbures qui font des boiteries chroniques, j'en ai encore qui boitent, quoi, et qui sont très compliquées à soigner. On a eu aussi évidemment des insuffisances rénales dues à des inflammations massives. Alors évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, et heureusement, mais on a eu ça à gérer cet hiver, en début et en milieu d'hiver, quoi. Donc Vivien, après, pardon, je te coupe, oui, Vivien. vas-y. Est-ce que vous avez eu aussi ce qu'on a tendance, nous, à rassurer pas mal les populations ovins ici en disant que la MHE est quand même moins forte sur la population ovine? Est-ce que tu confirmes ça ou est-ce que vous avez eu aussi des grosses atteintes sur les troupeaux ovins? Alors, on a eu, moi j'ai à peu près 35 000 brebis dans la clientèle. J'ai eu trois foyers de MHE avérés avec des symptômes et des PCR très positives. Parce qu'après, par contre, il faut nuancer tout ça à cette période, les brebis, elles sont au milieu des vaches en estive. Donc, clairement, les PCR étaient positives, mais elles étaient à 30, 35 des fois, donc sans symptômes. Donc, oui, les brebis ont vu le virus, mais souvent, elles n'ont pas été malades de la maladie. Par contre, dans quelques cas, d'ailleurs, je pense que le premier, alors ça a été en décalé, parce que le premier cas que j'ai vu sur des brebis, ça a été en fin novembre sur un petit élevage d'une trentaine de brebis qui a eu des symptômes très marqués, type FCO. Là aussi, je pensais que c'était de la FCO sur les brebis, vu qu'on n'avait pas eu de cas on disait de façon forte et solide que la MHE, ça ne touchait pas les brebis. Et puis, en fait, si. Mais de façon vraiment isolée, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai eu 3 élevages de brebis qui ont eu des symptômes et des PCR suffisamment positives, sans autre chose pouvant être explicatif des symptômes et de la maladie. Mais pour autant, c'est quand même, clairement, c'est vraiment à nuancer. Moi, sur 35 000, ça veut dire allez, 600, 700 brebis, quoi. Donc, c'est négligeable, quoi. Juste sur les brebis, ça peut être grave, mais moins fréquent. C'est ça Alors, c'est beaucoup moins fréquent et en pourcentage de positifs sur les différents cheptels, enfin, je dis pas de positifs, c'est une connerie ça. De symptômes d'animaux malades, de morbidité, on est plus à entre 5 et 10% sur ce que j'ai eu de mon expérience, avec une mortalité qui va être quand même très faible, quoi. Mais sur des brebis, alors nous, les brebis, elles mettent bas à la descente d'estive, donc fin septembre, début octobre. Donc celles qui ont été malades, elles avaient des agneaux et donc elles faisaient du lait, donc elles n'étaient pas dans un état formidable. Celles qui ont été très malades sont mortes, oui, clairement. Mais pour autant, c'est à nuancer. En pourcentage, c'est quand même clairement très faible, quoi. Et concrètement, donc, vous avez recommandé quoi à vos éleveurs pour faire face à cette
J'aurais cette recommandé crise. plein de choses. Après, j'ai changé d'avis, puis j'ai recommandé d'autres trucs, puis j'ai rechangé d'avis. Puis au final, on se rend compte que ce qu'on avait recommandé exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire à minima désinsectiser les animaux positifs. Sauf que malheureusement, arrive souvent après la bataille, quoi. C'est que si ceux-là ils sont positifs, ils ont incubé depuis un moment, donc ils étaient positifs avant, et donc ils ont pu contaminer avant qu'on les désinsectise, évidemment. Mais bon, c'est quand même dans certains cas, ça a marché. Ça n'a pas marché tout le temps à cause de ces délais d'incubation et tout ça. Ça va certainement aussi à cause d'un problème d'efficacité aussi, hein, on a quand même, des résultats qui sont mitigés, quoi, globalement, avec la désinsectisation. Pour moi, elle est essentiellement législative, mais en réelle efficacité, dans certains cas, ça a marché, dans d'autres, non. Je suis partagé là-dessus. J'ai du mal à. Mais pour autant, on l'a quand même conseillé parce que ça nous semblait être la chose à faire, quoi. Donc, premier point, désinsectisation. Il y a une question dans le chat aussi qui dit est-ce qu'on n'a pas le risque que l'insecte devienne résistant au produit par la désinsectisation? Ça marche pour les mouches, ça doit marcher pour les culicoïdes aussi, sans doute, hein, mais bon, à un moment, quand on est noyé, de toute façon, tout est bon. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand on prend la maladie en pleine gueule, quoi, comme on l'a pris nous de façon vraiment violente, soit nous ou les éleveurs, à un moment, on se rattache à ce qu'on a, quoi. Donc c'est vrai qu'on a fait des choses qui, au final, certainement n'ont pas eu d'effet. Certainement, pouvaient être revues, corrigées. Mais après, on subit la violence et le besoin de réaction, quoi. Donc, on a besoin de faire quelque chose. Des fois, ça marche bien, des fois moins. Mais après, là, avec le recul, oui, effectivement, il y a toujours mettre de la deltamétrine largue à manu sur tous les animaux. Il y a plein de contre-indications à faire ça. La première, c'est effectivement qu'il y ait des résistances des insectes. La deuxième, c'est l'écotoxicité. Et la troisième, c'est qu'on n'est pas sûr de l'efficacité de ce qu'on fait. Pour autant, ça a un côté quand même rassurant d'essayer de faire quelque chose. Et c'est pas complètement déconnant de faire ça, selon moi. Après, je suis que moi, hein. Je ne parle que pour moi. Et pour autant, oui, je pense qu'il y a un intérêt au moins à limiter quand même la propagation. Ouais. Donc, désinsectiser les animaux positifs à minima. Une autre recommandation importante que vous pourriez faire Alors moi, ce que je leur disais, c'est aller les voir 2-3 fois par jour et agissez dès que vous pouvez, quoi. Et quand elles sont malades, il faut les ramener, quoi. C'est chiant, mais il faut les ramener, il faut les isoler pour les avoir sous la main, pour pouvoir gérer et être réactif, quoi. Parce qu'un animal qui ne boit pas pendant 2 jours, c'est déjà un gros problème, quoi. Et l'évolution de la maladie peut être très rapide, quoi. Donc on peut avoir, nous réellement au début, quand on intervenait à chaque animal malade, ce qui était le cas au début, après rapidement les éleveurs se sont pris en main et ont géré sur nos conseils quand on avait vu déjà des animaux chez eux, mais on avait réellement un animal malade à 10 heures et dans un lot de 10 ou 15, on en avait 3 à 14 heures, quoi. Donc ça avance très vite, quoi. Et celui qui était malade le matin, si vous le laissez, peut-être qu'il va aller mieux, mais c'est pas sûr quand même. Donc par principe, il vaut mieux rapidement intervenir et vraiment c'est de la surveillance, mais c'est ce qu'ils font déjà, quoi. Mais disons qu'elle doit être un peu plus accrue et s'il y en a un qui est un peu à l'écart, faut aller le voir parce que c'est peut-être celui-là qui déconne. Sachant que un autre truc important, c'est vous avez tous en tête les images que vous a montrées Jean-Marie, mais ça c'est ce qui se passe dans 70% des cas, voire 80%, mais de temps en temps on a uniquement des boiteries, on n'a pas forcément des signes de mufle, de nez rouge et tout ça. C'est pas du 100%, c'est plutôt 80-90, quoi, je dirais. De temps en temps, un animal qui boite des 4 pattes, oui, c'est déjà de la MHE, quoi. C'est un peu ce qu'on a vécu à l'automne, nous, avec un petit passage de FCO qui a été bien moindre que chez vous, bien sûr, mais on avait ces vaches-là qui boitaient juste et qui étaient positives en FCO.
Ouais, Est-ce que vous avez eu, Vivien, sur les vaches malades, plutôt des vaches type adultes? Parce que je vois une question sur le chat. Nous, on a eu beaucoup sur notre passage de FCO. C'était beaucoup de vaches adultes, plus de 2 ans, et on avait par contre des PCR FCO sur des broutards qui étaient positifs, qui étaient pas du tout malades. Est-ce que vous aviez des malades jeunes, moins d'1 an, franchement malades, avec des schémas comme on a Alors, sur les photos? la très très grande majorité, c'est des animaux qui ont déjà vécu, qui ont été malades, hein. Mais quand je dis très grande majorité, c'est allez, 80%, 90 peut-être même. Après, on a eu, au fur et à mesure de l'évolution, après, tu as tous les cas, hein. On a eu déjà, niveau symptômes, on a eu à peu près tout ce qui est possible et imaginable, en passant d'une uvéite bilatérale, avec une déboîterie, on a eu plein de trucs différents au milieu de troupeaux où il y avait des signes normaux. Et on a eu aussi, du coup, comme on a des signes cliniques, un panel de signes cliniques, on a eu aussi le panel d'âge, quoi. Donc on a eu, sur la fin d'infection, donc sur le fin octobre, là, on a commencé à voir quelques animaux, des génisses de renouvellement d'1 an, voire quelques broutards, mais c'est quand même des cas très isolés. En règle générale, c'est quand même les adultes. Après, et ça se voit très bien parce que nous aussi, au début, on a fait beaucoup de PCR sur les broutards à l'export où on avait environ 80% de positifs sans aucun symptôme. Et alors, bon, le problème qui va avec ça, mais je pense que c'est le même avec la FCO, c'est que ces PCR-là sont restés positifs jusqu'à il y a encore peu de temps, jusqu'à il y a 3 semaines, un mois, quoi. Donc, c'est ça qui a causé pas mal de problèmes niveau export, niveau commerce, quoi. Sans pour autant avoir des animaux, avec des animaux qui allaient très bien, hein, qui étaient à très bonne conformation, qui étaient en très bonne forme. Je rebondis, il y a encore une autre question dans le chat. Est-ce qu'on a pas beaucoup de retours, je pense, sur les vaches qui ont été malades et qui ne sont pas mortes? Est-ce qu'elles ont alors beaucoup perdu en termes de poids et en termes de repro, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors là, je vais parler pour moi aussi, hein, pour ma clientèle et le retour d'expérience que j'ai pour moi, qui n'est peut-être pas applicable à tous les domaines. Moi, j'ai une clientèle qui est très allaitante, donc pour 90%. Donc, ce qu'on a eu, on a eu des animaux qui ont été très malades et qui sont repartis et qui ont été très bien, qui sont partis à la boucherie, engraissement, ou qui ont continué leur vie comme si de rien n'était. On a eu des animaux très malades qui sont morts, évidemment, et on a eu des animaux très malades qui ont traîné une partie de l'hiver avec des amaigrissements sévères, mais là encore, c'est le cas général, c'est je suis malade et puis je guéris, je vais bien, hein. Il faut vous rassurer là-dessus quand même, hein. Mais on a quand même effectivement la possibilité d'avoir des animaux qui traînent derrière là avec un amaigrissement, qui mangent quand même mais qui font rien, quoi. Et alors soit parce qu'il y a des boiteries chroniques, soit parce qu'il y a des insuffisances rénales, on a eu ça. Euh, et souvent, ouais, ceux-là, ça finit mal, effectivement, quoi. Soit on les a euthanasiés parce que c'était devenu des non-valeurs économiques et qu'il y avait une souffrance qui était quand même pas négligeable, qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Soit ils sont repartis dehors et quelques-uns sont repartis, vont mieux aujourd'hui. Mais après, oui, on a là encore, hein, comme c'est une maladie qui ne donne pas de vérité, c'est que c'est très variable d'un élevage à l'autre, et encore plus d'un individu à l'autre, quoi. Et pour la repro, là aussi à prendre avec des pincettes parce que c'est quand même là aussi très très variable. Alors on a eu des avortements sur des vaches qui étaient très avancées, donc autour de 8 mois. On en a eu quelques-uns, vraiment des avortements compliqués au moment de fin septembre-octobre, mais c'est clairement peu de cas. Et ce qu'on a eu par contre de plus pénible, parce que nous, le mode de fonctionnement en montagne, il est un peu particulier, c'est que les vaches souvent vèlent à la descente, un peu comme les brebis, et elles ont une période pour se faire saillir avant de rentrer début décembre, qui est quand même assez courte, sauf que c'est tombé en plein pendant la période où il y avait la MHE, donc avec des grosses inflammations et chroniques souvent, qui ont dû poser quand même quelques soucis sur les follicules. Et derrière, donc, c'est ces vaches-là qui ont pris du retard. Alors, c'est pas vrai dans tous les élevages, mais c'est vrai dans beaucoup d'élevages qui ont eu ce fonctionnement. C'est l'eau de vache qui ont vélé en début d'automne
ou en fin d'été ont eu du mal à reprendre, voire sont sortis vides, quoi. Ok, Donc, merci. Merci pour le témoignage. On va ouvrir peut-être, il est 14h18, on avait dit 10 minutes de questions. On va ouvrir aux questions directes, sans passer par le chat. Si certains veulent s'exprimer, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez lever la main peut-être en amont. Donc Gaëtan Grenet. Oui, une question sur les mouvements. Est-ce que, au vu des choses, est-ce que le protocole risque de continuer en l'état, notamment sur les PCR, puisque nous, en moutons, alors je parle surtout pour les moutons, mais c'est vrai que les analyses PCR représentent un coût non négligeable par rapport au prix de l'animal commercialisé. Et au jour d'aujourd'hui, en termes de commerce, ça rajoute des frais supplémentaires. On ne sait jamais à qui les rajouter, les frais, puisque c'est la faute à personne, hein. Alors aujourd'hui, il y en a une partie qui prend en charge un peu par le vendeur, mais qui dit c'est pas de ma faute. L'acheteur qui répond c'est pas de ma faute non plus. Il y a des coûts sanitaires, puisque comme elle est réglementée, il y a un veto qui vient faire les analyses, envoyer au labo. Et tout ça entre 15 et 20 euros, tout confondu, sur un animal qui en vaut entre 150 et 200. C'est vrai que ça freine du commerce au jour d'aujourd'hui. Et voilà. Alors, c'est vrai que toute cette partie-là de période hivernale, à la faveur, c'est vrai que les cartes n'ont pas évolué depuis Noël. Alors effectivement, d'un point de vue maladie, ça serait bien que ça se reste qu'à la moitié sud de la France. D'un point de vue commerce, s'il n'y avait qu'une seule zone en France, comme l'est la FCO au jour d'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus simple. Donc, on ne sait pas comment vont repartir ou pas les moustiques dans les semaines à venir, mais on se pose toujours des questions et c'est vrai qu'il y a du commerce qui est freiné de ce côté-là, quoi. Alors, la question, c'est plus sur l'évolution réglementaire. Alors, peut-être que Jean-Baptiste Guittard peut apporter une remarque particulière par rapport à ça. Après, ce que l'on voit, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'évolution réglementaire, elle suit les zonages. Pour l'instant, le zonage ne bouge peu. Et en effet, il y a ces zones régulées, ces zones non régulées, où il y a une gestion particulière préventive à mettre en œuvre. Je ne sais pas si Jean-Baptiste Guittard est toujours là, s'il veut compléter. Oui, alors quelques éléments au niveau réglementaire. Donc, on est aussi dans le cadre de l'application de règlement européen, le 2020, numéro 2020-688, et sur lequel s'appuie notre arrêté ministériel. Ce règlement européen doit être adapté. Du coup, si au niveau européen, ils choisissent de modifier les conditions de mouvement, la France suivra. Mais d'après les informations que j'ai eues hier, donc il y aura pas de modification réglementaire tant que le règlement européen ne sera pas modifié. Après, c'est sûr que on en discutait avec un groupement bovin, les éleveurs qui sont situés en zone indemne, ils n'ont pas tellement envie de passer en zone régulée par rapport au coût, effectivement, d'analyse que ça représente. Donc après, si effectivement on a des foyers qui, à la faveur de la saison qui avance et peut-être d'avoir plus de circulation, peut-être que la zone va s'étendre, auquel cas, si tous les départements sont en zone régulée, ça coûtera essentiellement pour les exports vers l'Italie, mais pas en interne. Mais ça, bon, ça dépendra de l'évolution. Après, donc, il y a une réflexion qui est menée sur la vaccination. Je ne sais pas, Jean-Marie ou M. Phyllis, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, mais bon, l'ANSES a été saisi sur le sujet pour essayer de voir si une stratégie vaccinale pouvait être pertinente ou pas. Apparemment, pour le moment,
bon, ça ne serait pas la même stratégie que pour la FCO, ça ne serait pas possible sur le même schéma. Donc, voilà, il y a des groupes de travail nationaux qui sont prévus là pour ce mois de juin, avec notamment la question de la stratégie vaccinale. Et apparemment, il y a un laboratoire qui est assez avancé sur le sujet et qui doit demander une ATU. Voilà. Donc là, il y a une réunion, un groupe de travail national le 13 juin, donc c'est la semaine prochaine. Voilà, avec le retour d'ANSES sur le sujet. Et puis, ils appellent ça un COPIL plénier le 21 juin. Et un comité national début juillet sur le sujet. Donc voilà. Il y a encore des choses qui sont en discussion au niveau national et qui vont bouger d'ici le 14 juillet, vraisemblablement. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Merci Jean-Baptiste. On a une autre question de Monsieur Carcouet Alexandre. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Alexandre Carcouet, donc commerçant en bestiaux et puis président des commerçants en bestiaux Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi, ma question, elle est donc au niveau des PCR. Donc voilà, je pense que comme tout le monde le sait, les PCR, on en effectue de plus en plus dans nos centres de rassemblement, soit privés ou coopératifs d'ailleurs. Moi, ma grande question, j'avais déjà évoqué lors d'une réunion au GDS, ma grosse inquiétude surtout, c'est donc aujourd'hui, on voit qu'on a une activité vectorielle qui est nulle, hein, pour ainsi dire. Demain, si on a une activité vectorielle qui se déclare un petit peu plus, Ah, je crois que ça ne fonctionne plus. Bon, nous allons passer peut-être à une autre question le temps que Monsieur Carcouet puisse se reconnecter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur cette fin de webinaire? Il nous reste encore 5 minutes. On n'a pas entendu la fin de la question, mais on le sait un peu, c'est qu'est-ce qui se passe si donc les PCR sont faites en centre de rassemblement pour simplifier les choses pour les éleveurs. Ben, si un animal ressort positif en centre de rassemblement, ben, c'est retour dans la ferme d'origine. Voilà les consignes qui sont données. Mais bon, peut-être que la question était plus précise que ça, je ne sais pas. Après, ce qui n'est pas forcément idéal si on fait les autres gestions de maladies, je pense à la BVD et puis potentiellement à l'IBR. Cet retour en élevage, avec la circulation, le regroupement d'animaux pose une véritable question sur le retour des animaux en ferme. Nous avons un autre. Ça peut être à l'abattoir si un animal finit, ou alors dans un autre élevage d'engraissement, mais en zone régulée, quoi. Alors, on a une autre question dans le chat et après on prendra, je crois qu'il y a une autre main levée, me semble-t-il, je crois avoir vu, mais je ne la vois pas ici, qui nous demande, y a-t-il pas un problème lorsque notre coopérative vient chercher des animaux avec un camion dont on ne sait pas d'où il vient, peut-être un élevage contaminé, point d'interrogation. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur cette question. excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a bugué, je suis désolé. On vous reprend, on a essayé de faire une première réponse, mais allez-y. Oui, donc je disais, alors excusez-moi, vous avez peut-être répondu en partie à la question, hein. Je l'avais déjà posé en réunion, mais voilà, c'est demain, si l'activité vectorielle redémarre, nous, clairement, aujourd'hui, dans notre centre, on fait pas mal de prises de sang tous les lundis. Aujourd'hui, si j'ai un positif dans mon centre, qu'est-ce qu'on fait du positif? Donc, j'ai cru comprendre qu'on le ramenait chez l'éleveur, ok, mais après, où en est le statut de tous les congénères qui vont être dans le centre?
les congénères qui sont dans le centre, ils sont pas considérés comme suspects de MHE. Sauf s'il y avait des signes cliniques. Si le bovin positif, s'il a des signes cliniques, là, effectivement, ça sera considéré comme un foyer et tous les bovins qui ont côtoyé donc seraient concernés. Mais sinon, on a eu le cas là d'un bovin du Puy-de-Dôme qui a été vendu à Mauriac, acheté par un négociant d'Aveyron. Et au moment de faire partir donc pour l'Italie au départ de l'Aveyron, et ben, il y a le bovin sorti positif MHE. Le bovin, les autres bovins qui étaient dans le centre et dans le lot, ils sont partis pour l'Italie. Par contre, ce bovin-là, donc c'était retour dans l'élevage, ou alors ça peut être dans un élevage d'engraissement en zone régulée, ça peut être ça aussi, ou si c'est un bovin fini, il peut aller à l'abattoir. Mais surtout, il peut rester dans un autre bâtiment d'engraissement. Si c'est un broutard, par exemple, qui n'a pas pu partir en Italie à cause de ça, il peut aller dans un bâtiment d'engraissement en France, en zone régulée ou pas d'ailleurs. On avait également une main levée, je crois, le GAEC Tiradon, me semble-t-il. Si vous souhaitez prendre la parole. Sinon, on peut redonner la parole à Monsieur Carcouet, qui vient de relever la main. Ouais, juste, je ne sais pas si vous avez des infos les uns les autres. Au niveau du statut de l'Italie aujourd'hui, qui était aujourd'hui, enfin, ils avaient un statut, ils n'avaient pas de MHE déclaré chez eux. Bon, à mon avis, je suis pas dupe. Enfin, je pense que vu les flux qui se, qui se font avec l'Italie, et notamment, il y a eu quand même pas mal de flux avec des animaux du Sud-Ouest aussi. Donc, je me doute que voilà, ils ont peut-être pas affiché leur statut, enfin voilà, comme ils le devraient. Mais en fait, c'est aussi pour ça que j'avais posé la question tout à l'heure sur les animaux âgés de moins de 2 ans. Parce que demain, je me disais, est-ce que si l'Italie se déclarait en statut, enfin qu'ils avaient la MHE chez eux, est-ce qu'il ne serait pas intelligent, sachant qu'en Italie, on envoie des animaux qui ont forcément moins de 2 ans, surtout qui sont abattus en moins de 2 ans et qui partent en bâtiment fermé là-bas. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de travailler justement sur un accord, comme un accord bilatéral, que sur ces animaux-là qui partent en bâtiment fermé, donc les broutards, et qui sont destinés à être abattus à moins de 2 ans, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de travailler voilà, sur un accord là-dessus entre les deux pays? Parce que malgré tout, donc, comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, au niveau des animaux d'élevage, pour lui, économiquement, c'est lourd. Et nous, je veux dire, aujourd'hui, sur la filière broutard, alors même si le broutard se porte pas si mal que ça aujourd'hui, ça pèse, je pense que ça pèse au niveau financier. Ça pèse, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin aussi, parce que ça pèse un petit peu sur le moral de tout le monde, sur les opérateurs, les éleveurs aussi. Donc, est-ce que voilà, pourrait rêver à pouvoir simplifier un petit peu les choses? Là-dessus, je n'ai pas tellement plus d'informations. Bon, dans les prochaines semaines, il y a plusieurs groupes nationaux sur le sujet et je pense que la question sera abordée, hein. Parce que notamment, je vois dans le document que j'ai eu hier, il y a une mention d'une modification du certificat pour l'Italie, du certificat sanitaire d'exportation pour l'Italie. Donc peut-être que c'est un tuyau, mais je ne peux pas vous dire. Après, peut-être qu'au niveau des négociants, vous serez associé aux groupes nationaux, je pense. Discussion, ouais, je pense normalement. Oui, donc je vais vous redonner les dates. Le copil plénier, c'est le 21 juin. Ok. On prend une dernière question, il est 14h33, on avait dit qu'on terminerait à 14h30 et ensuite on fera la conclusion, mais s'il y a une dernière question, on prend la dernière question juste avant de conclure. Juste une dernière question. Vous avez évoqué la vaccination.
Mon téléphone avait coupé, mais au niveau de la vaccination, sur ce qui a été travaillé ou sur les projets, ça serait une vaccination pour vacciner les animaux, tous les animaux, ou ça serait une vaccination possible sur chez telle souche? Voilà, est-ce que vous en savez un petit peu plus là-dessus? Non, 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 c'est stratégie vaccinale à définir. Donc le 13 juin, l'ANSES va rendre son avis et ensuite ça sera évoqué le 21 juin et au CNOPSAF, c'est-à-dire au comité national sanitaire, le 3 ou 9 juillet. Voilà. Non, mais là, rien n'est défini pour le moment. D'accord. Après, donc voilà, pour avoir échangé, nous, pas mal avec la DGL au niveau national, voilà, un petit peu nous, ce qu'on prône un petit peu, c'est voilà, essayons aussi même si c'est pas les mêmes maladies, certes, hein, avec la FCO, mais essayons de se servir de ce qu'on a, à mon avis, mal fait ou pas bien fait ou sans trop de recul avec la FCO et vraiment pour essayer d'avoir soit une action vaccinale ou soit des actions tout court, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un éventuel accord bilatéral, voilà, de le faire, d'essayer vraiment de se servir de ce qu'on a mal fait, à mon avis, avec la FCO, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans un truc avec la FCO, enfin, on va pas refaire l'histoire de la FCO, mais je veux dire, aujourd'hui, la FCO, enfin, moi, il y a de moins en moins d'éleveurs qui vaccinent, hein, clairement. Donc voilà, est-ce que demain, c'est la possibilité de faire une vaccination chez telle souche? À mon avis, je pense qu'il va falloir foncer dans cette optique-là quand même, quoi. Et voilà, donc c'était juste ça. Bon, merci pour ces échanges. Je vais conclure, il est l'heure de conclure. On reste évidemment à votre disposition. Le GDS reste à votre disposition. On pourra éventuellement aussi faire passer d'autres questions si besoin aux différents intervenants. Juste en conclusion, je voudrais dire quelques mots. En gros, ce que je retiens, c'est en amont de l'arrivée éventuellement de la MHE, la MHE, on peut. Enfin, les éleveurs peuvent essayer de booster leur immunité, ça a été dit pendant ce webinaire, à part des pratiques d'alimentation et de complémentation. Je crois que Jean-Marie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, de pouvoir préparer le troupeau à avoir une immunité la plus, comment dire, développée possible. Et en termes de gestion, de réaction face à la MHE, moi j'ai noté deux points essentiels qui ont été évoqués par le docteur Phillis. Ce serait de désinsectiser les animaux positifs à minima. Bon, même si il y a une vraie question de résultats, mais malgré tout, ça permet quand même de tenter quelque chose. Et ensuite, le deuxième point, c'est de surveiller la surveillance régulière avec isoler les animaux pour mieux les soigner. Et je retiens aussi que le pâturage est difficile, notamment au niveau de la gueule, lorsque les animaux sont atteints par des signes cliniques importants. Donc pour mieux les soigner, les mettre à proximité peut-être des bâtiments et d'avoir de l'eau à disposition et des fourrages à disposition qui permettent peut-être aussi d'avoir une gestion améliorée. Et plus globalement, en quelques mots, je dirais plus globalement, faible mortalité, enfin ça a été dit aujourd'hui, quand même, faible mortalité des animaux malades, mais peu de mortalité en bovin et moins d'animaux malades en ovins. Voilà, j'espère ne pas avoir dit de bêtises, mais c'est ce que je retiens de cet échange aujourd'hui. Donc merci à tous, nous avons été 31 au maximum participants. Donc le GDS reste évidemment à votre entière disposition. Et puis pour réagir face à la MHE, n'hésitez pas à prendre contact avec vos vétérinaires d'élevage et qui sont vos premiers interlocuteurs à contacter. Et je remercie particulièrement tous les intervenants de ce webinaire. Merci à tous, à très bientôt.